Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier cours de philosophie générale consacré à la notion de vérité. À l'issue de ma précédente série de vidéos sur l'inconscient, on en était venu à s'interroger sur la valeur de la vérité en tant que telle. Après tout, à quoi cela nous avance de savoir qu'il subsiste un inconscient ou quelque chose qui ne tient pas lieu de vérité consciente et évidente, qu'il convient de chercher et qui, dans la perspective de la psychanalyse par exemple, peut vite s'avérer désagréable, quoique salutaire, afin de guérir sa propre pathologie si on en croit Freud. Avant de nous interroger sur la vérité, qui est une notion très vaste qui mobilise le champ de l'épistémologie et à laquelle je risque de consacrer un paquet de vidéos, je vous propose, comme d'habitude, une réflexion générale sur la notion étudiée ici, celle de vérité, mais je ne vais pas fournir plusieurs définitions générales pour ne pas vous perdre, ou en tout cas, je vais en fournir le moins possible. Je ferai évoluer cette définition au fur et à mesure de mes vidéos. Donc vous allez voir, je vais commencer par une théorie qui de nos jours est peut-être pas extrêmement connue, puis après je vais en arriver au cœur de la réflexion qui va nous intéresser. La vérité est une notion très vaste qui regroupe tout un tas de sous-notions dont certaines ont été évacuées du programme de terminale, mais on s'en fiche réellement parce que pour parler de vérité, je vais bien devoir parler de perception. J'en ai déjà parlé dans une vidéo consacrée à Descartes et à son cogito d'ailleurs, de théorie et d'expérience et même de démonstration. Et il y a un moment où on va forcément devoir passer par la philosophie des sciences et où ça va devenir assez technique. Mais bon, c'est un passage obligé, on n'a pas trop le choix. Bref, comment définir la vérité de manière simple pour commencer? Tout d'abord, la distinction qu'il convient de poser d'emblée comme une base solide sur laquelle on va s'appuyer régulièrement, c'est la distinction entre la vérité et la réalité. Généralement, on a tendance à confondre un peu les deux, en particulier certains élèves qui s'obstinent à penser que deux mots différents renvoient à une même idée. Je vous assure que j'en ai déjà rencontré, c'est véridique. La parole du prof de philo qui a fait 7 ou 8 années d'études, on s'en fiche. Bref, quelle différence y a-t-il entre vérité et réalité? Eh bien, c'est très simple, en réalité, justement, c'est la réalité qui fonde la vérité ou la fausseté, et non l'inverse. Pour le dire simplement, une chose peut être dite réelle dès lors qu'elle existe ou est posée comme existante. Si je vois qu'en face de moi il y a un ordinateur dont je me sers pour faire mes vidéos et pour préparer mes cours pour mes élèves, je décris un fait réel auquel j'accède par le biais de mes yeux, par le biais de ma perception, donc, qui serait la voie d'accès au réel dans ce cas précis. Toutefois, en aucun cas je ne vais dire que cet ordinateur est vrai ou qu'il est véritable. Ça serait un peu étrange. En revanche, on dira que ce que je dis est vrai ou faux, selon la proposition que j'énonce, si celle-ci correspond à un fait existant empiriquement. Par exemple, il y a un éléphant rose qui se promène dans mon appartement. Cette proposition est fausse car il n'y a pas d'éléphant rose qui se promène dans mon appartement, au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas. Et s'il y en avait un, il est possible que cet éléphant rose n'existe que pour moi si j'ai décidé de prendre un peu de drogue pour surmonter une épreuve redoutable, la correction des copies par exemple. Vous l'aurez compris, la vérité, en opposition à la fausseté qui va de pair avec elle, en ce qu'elle est pensée de façon négative par rapport à celle-ci, est une norme en adéquation avec ce qui est. Voilà, la vérité est une norme en adéquation avec ce qui est. Définition simple, précise qu'il faut retenir. Elle est ce qui permet de dire si une proposition ou un énoncé est valable et porte en lui une conformité par rapport aux faits eux-mêmes. Cette définition très classique de la vérité n'est pas sans rappeler celle de la vérité-correspondance qui demeure toutefois très différente. En effet, se demander ce qu'est la vérité, cela revient toujours par définition, et toute l'histoire des idées n'a jamais consisté en rien d'autre si on y réfléchit, qu'à redéfinir le critère ayant le plus de valeur vis-à-vis de celle-ci, et à interroger plus précisément ce qu'est la réalité. La définition de la vérité comme adéquation au réel, elle est très terre à terre et très claire.
et j'aurai l'occasion de revenir dessus dans une autre vidéo, est vrai ce qui est conforme à ce qui est. Mais ce qui est se réduit-il à ce qui m'apparaît justement? Si on est empiriste, on répondra oui, évidemment, mais à la base, si on effectue un saut temporel en arrière jusqu'à Platon, et même sans aller aussi loin à l'époque médiévale, qui était encore sous influence platonicienne et aristotélicienne, cela ne va pas du tout de soi. Pourquoi? Parce que la réalité à partir de laquelle on va dire qu'une chose est vraie ou fausse, elle ne sera pas strictement physique, matérielle ou empirique, et elle ne sera pas ce à quoi nous accédons par le biais des sens, mais elle sera spirituelle et appartiendra justement à un degré de réalité dit supérieur à celui de la réalité à laquelle nous accédons par les sens. Dans ce cas, il s'agira d'une réalité intelligible à laquelle nous accédons par l'esprit. Vous l'aurez sans doute deviné, on va commencer par une réflexion platonicienne avant toute chose, mais avant toute chose quand même, je tiens quand même à revenir sur cette définition, parfois trop méconnue ou mal comprise, de vérité-correspondance que l'on retrouve chez Thomas d'Aquin, penseur éminent de la période médiévale. Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, première partie, définit la vérité précisément comme vérité-correspondance, c'est-à-dire comme la conformité entre l'intellect et la chose. C'est encore plus flou que de dire que la vérité est l'adéquation au réel, puisqu'il s'agirait plutôt de faire dépendre la vérité d'un acte de jugement de l'esprit. Je suis dans le vrai si je juge convenablement, et, nous dit Thomas d'Aquin, si notre jugement propre à notre intellect, je cite, dit ce qui est, que ce qui est, et que ce qui n'est pas, n'est pas. En fin de citation, c'est également le principe de non-contradiction, là encore on sent toute l'influence que Aristote a eue sur Thomas d'Aquin, qui permet de dire qu'une chose est ce qu'elle est et n'est pas ce qu'elle n'est pas, et fait que la vérité repose sur la correspondance entre mon jugement et ce qu'est la chose en elle-même, puisque une chose ne peut pas être dite dans une même proposition comme étant ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Ça peut paraître aller de soi et sembler un peu bébête, dit comme ça, mais vu le nombre de spécimens qui se contredisent plusieurs fois d'affilée dans leur discours, je peux vous dire que relire Aristote ou Thomas d'Aquin peut ne pas faire de mal. Pour Thomas d'Aquin, la vérité ne dépend donc pas simplement des sens, car c'est notre intellect qui juge que ce qui nous apparaît est bien conforme à ce qui est. L'intelligence exprime dans le jugement ce qui est réellement connu. Par exemple, pour que ça soit plus clair, je peux bien voir une chose à l'aide de mes yeux. Mes yeux ne font que m'informer de la forme d'une chose qui m'apparaît, mais c'est bien par un acte de mon esprit que je fais correspondre la chose qui m'apparaît à mon propre vécu. Dans un premier temps, une chose m'apparaît et dans un deuxième temps, par un bref moment de réflexion, je fais le lien entre la chose et les qualités qui m'apparaissent de celle-ci, et moi en tant que sujet qui perçoit cette chose. Et ce jugement-là a bien lieu de façon mentale. Voyez? C'est moi qui vais ensuite définir cette chose-là à partir de ses propriétés et qui vais la reconnaître comme correspondant à la manière dont elle m'apparaît. Mais ça, vous voyez, pour Thomas d'Aquin, c'est un acte qui relève du jugement. Donc c'est un processus intellectuel. C'est pour ça que Thomas d'Aquin trouverait réducteur de dire que bah est vrai ce qui est conforme à ce qui est, puis basta. Pour lui, la vérité, vraiment, elle est dans la correspondance entre l'énoncé et ce qu'est la chose elle-même. Pour le dire encore plus simplement, les choses nous apparaissent, mais ce qui nous parvient par les sens n'existe qu'à titre informatif. C'est par notre intellect que nous formons ensuite des connaissances à partir de ceci, et la vérité est l'affaire d'un jugement de l'intellect qui établit la correspondance entre une chose et les qualités que nous lui attribuons. Par opposition, donc, si on prend pour base ce que nous dit Thomas d'Aquin, ce qui est faux, c'est un jugement qui ne correspond pas à la chose, un jugement inadéquat qui consiste à attribuer des qualités qui ne sont pas réellement conformes à cette chose. C'est en fait quand on se trompe, hein, tout simplement, quand on dit une chose qui ne correspond, enfin, quand on dit quelque chose d'une chose qui ne lui correspond pas. Or, d'où provient la fausseté?
En effet, si on veut définir la vérité, encore faut-il être capable de déterminer quel critère vient infailliblement fonder ce que l'on dit être réel et objectif, en fondement même à cette norme que l'on nomme la vérité. Mais avant même de s'interroger sur la source de la vérité, qu'il s'agisse d'essence de notre intellect seul ou de notre intellect qui examine ce que nos sens nous transmettent, une question a priori évidente se pose: pourquoi chercher la vérité? D'une part, chercher la vérité revient à supposer qu'elle existe. Ça peut paraître bête, encore une fois dit comme ça, mais bon, en philosophie, il faut toujours partir de ce qui paraît le plus évident. Mais on ne peut pas avoir le souci du vrai si l'on ne croit même pas au fait que la vérité existe réellement ou puisse être définie à partir d'une définition universellement valable et acceptée par tous. D'autre part, est-ce que l'on a réellement besoin d'être savant ou de connaître la vérité? À quoi cela nous avance d'être dans le vrai et pourquoi est-ce que l'on préfère être dans le vrai plutôt que dans le faux? L'objection sophistique à laquelle faisait face Platon était précisément de deux genres. Soit la vérité n'existe pas réellement, il s'agit de la thèse relativiste que l'on va examiner à présent, soit la vérité, si elle existe, ne sert à rien et demeure inutile, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de la chercher. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la recherche de la vérité est au fondement même de l'existence de la philosophie, qu'on l'établisse dans un champ pratique, théorique, politique, ou même en esthétique, comme on l'avait examiné. Tout se rapporte à un effort de définition et de clarification qui recourt à des concepts, et donc à un effort intellectuel pour atteindre la vérité, et non pas une vérité relative, car sinon tous les philosophes seraient des sophistes ou des relativistes, bâtissant leurs théories sans grande conviction. Pour être tout à fait honnête, je crois bien qu'aucun philosophe un tant soit peu important dans l'histoire des idées ne s'est pas sérieusement posé la question d'une définition ou d'une redéfinition possible de la vérité. L'épistémologie traverse donc le champ de l'histoire de la philosophie. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais ça a toute son importance car au fondement même de l'initiative philosophique et de l'entreprise platonicienne de recherche du vrai, qui est la première très grande œuvre philosophique de l'histoire de l'humanité, il y a une volonté de lutter contre le sophisme. Le sophiste est, par ailleurs, défini plus précisément au livre 5 de la République de Platon, comme l'homme de la doxa, ou l'homme d'opinion, dit autrement, celui qui passe pour sage mais qui précisément ne l'est pas. C'est un beau parleur, il est sage du point de vue de l'apparence, c'est pour ça qu'il a le mot Sophia dans son appellation, sophiste, qui vient de Sophia en grec, qui renvoie à la sagesse, je le rappelle. C'est un beau parleur qui séduit par ses discours, mais qui ne cherche pas le vrai. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment conférer au probable l'opinion, l'apparence de l'évidence ou du certain. Comment est-ce qu'on fait en fait pour transformer une opinion en une vérité? Comment on fait pour la convertir dans le logos, dans le langage? Comment est-ce qu'on fait pour la faire passer pour vraie alors que l'opinion, par définition, c'est une proposition qui ne porte que sur ce qui est probable, dans le meilleur des cas, et jamais certain. Hein, une opinion peut être probable, elle peut être douteuse, mais quand on parle d'une opinion, bah, par définition, on ne parle pas d'une vérité, vous voyez? La vérité, elle s'accompagne d'une certitude. C'est une des définitions d'ailleurs qui peut être prise en compte pour définir la vérité, quand bien même, là encore, on l'a déjà vu avec Descartes, la certitude ne suffit peut-être même pas pour parler de vérité. Mais bon, passons. Le sophiste, c'est un maquilleur, quand on y réfléchit, un type qui va, par un talent de rhéteur formidable, faire passer le faux ou l'incertain pour le vrai. Mais pourquoi il fait ça, le sophiste, justement? Eh bien, il fait ça parce qu'il part du principe, et ça c'est fondamental et c'est très très important, parce qu'il part du principe que la vérité de toute façon n'existe pas, ou comme je l'ai dit précédemment, que si elle existe, elle ne sert à rien, et donc que rien ne sert de la chercher. Pourtant, on ne peut pas dire que tout le monde est sophiste et cynique de nature, ou ne se soucie pas de la vérité, à partir du moment où je fais des recherches sur internet et où j'essaye de sourcer ce que j'énonce,
Accessoirement, lire des livres, c'est très bien aussi, hein, pour faire des recherches. Il suffit juste d'acheter les bons bouquins. Bref, si je fais un effort de recherche, au lieu de poster des théories fumeuses de mon cru qui n'ont aucune valeur aux bases scientifiques, et en me prenant pour le nouveau génie de ma génération par exemple, eh bien, on peut dire que j'ai un désir de rigueur et d'exactitude et une volonté d'échapper à l'erreur ou à l'illusion. Je rappelle en passant que l'erreur, c'est un élément inexact que l'on peut corriger, tandis que l'illusion, c'est plus précisément un état qui prend l'apparence d'une vérité présente à notre esprit, et dont les effets peuvent persister, même une fois celle-ci démasquée. J'en ai déjà parlé sur ma toute première vidéo sur Spinoza à propos de l'illusion du libre arbitre, si ça vous intéresse. Il y a en fait un élément très simple qui permet d'expliquer le fait que nous cherchions ou non la vérité, car chercher la vérité n'a rien de spontané. Hein, quand vous vous levez le matin, vous dites pas ah, aujourd'hui je vais chercher la vérité. Hein, évidemment, on pense tous la détenir d'une certaine manière dès lors que l'on se pose pas trop de questions, et encore heureux, sinon on serait jamais tranquille, ce serait insupportable. Hein, personne ne vit dans un état de doute permanent, hein. Même Descartes, dans ses méditations métaphysiques, il a douté, puis après il est passé à autre chose. Donc c'est la divergence de deux points de vue, justement, ce fameux élément, bah, qui fait qu'on va se mettre à chercher la vérité, en fait. Plus précisément, on cherche la vérité à partir du moment où nos propres valeurs ou opinions sont contestées ou menacées par celles d'un autre qui n'est pas d'accord avec nous. En effet, c'est l'expérience du dialogue avec l'autre et la rencontre de l'altérité qui nous pousse à nous remettre en question ou à chercher la vérité. Soit l'autre nous renvoie à notre ignorance parce qu'il a l'air d'en savoir plus que nous, soit l'autre nous semble dire des bêtises. En ce qui me concerne, j'ai plus souvent l'impression d'être dans le second cas, et il va nous obliger à faire un effort de recherche supplémentaire parfois pour pouvoir lui prouver par A plus B qu'il dit bel et bien de la merde. Le problème étant que, dans le second cas, on sait déjà ce que l'on veut chercher, et il est donc possible que l'on soit victime malgré nous d'un certain biais cognitif qui consiste à chercher ce que l'on veut déjà trouver, et donc à mettre en avant les sources qui nous arrangent. C'est un peu ça le problème d'ailleurs, quand des gens sortent des vidéos un peu polémiques sur des sujets un peu sensibles, bah c'est que souvent, bah, moi j'ai déjà j'ai fait l'expérience, une fois je regardais la vidéo d'un youtubeur dont je ne citerai pas le nom, je tiens pas hors de problème, et par curiosité, bah, j'ai cherché justement, sur quoi il se basait, et bah, j'ai vu que, bah, oui, bah, ces sources, elles étaient déjà elles reposaient sur des, on va dire, des sources qui étaient déjà engagées politiquement dans son sens à lui. Donc, bah, forcément, c'est un peu problématique, vous voyez? Chercher la vérité, c'est donc très compliqué et exigeant, parce que ça va de pair avec une espèce de neutralité et d'objectivité qui, correspond à un idéal très dur à atteindre, et ça exige donc d'avoir un rapport naïf par rapport à nous-mêmes et à nos propres opinions ou a priori, de façon à essayer de voir en quoi celles-ci peuvent être fragiles dans la confrontation des pensées liées au dialogue. On aura l'occasion de revenir prochainement sur le dialogue comme méthode d'accès au vrai, ou ce que Platon et Socrate avant lui a théorisé comme étant la fameuse maïeutique, ou l'art de faire accoucher les esprits. Mais avant ça, il convient de se demander en quoi dialoguer ou chercher la vérité a un sens. En effet, on vient de voir qu'est-ce qui pouvait stimuler le désir de chercher la vérité, et on a vu que c'était purement et simplement la contradiction et le rapport à l'altérité, mais finalement, pourquoi ne pas mépriser son prochain et se dire que c'est un guignol sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec nous après tout? Pourquoi, c'est très sérieux, hein, comme question, pourquoi ne pas se dire purement et simplement: «Je détiens la vérité et je n'ai pas à le prouver, je sais que telle réforme ou telle loi à venir, par exemple, est une erreur colossale qui aura des conséquences néfastes sur le bien-être des Français». Eh bien, cette possibilité-là qui rend caduque toute entreprise philosophique par définition, elle est examinée sérieusement par Platon dans son dialogue Le Tête-et-Tête, un dialogue pas facile du tout globalement, en 161A par rapport à la numérotation du fragment. En fait, la thèse qui rend impossible non seulement tout dialogue un minimum construit ou élaboré, et qui rend par avance
et qui en plus de ça rend par avance tout débat ou échange d'idées impossible, c'est le fameux relativisme. L'homme est la mesure de toute chose, thèse qui pourrait presque passer pour une forme d'humanisme, mais qui en réalité est extrêmement dangereuse et dont les effets néfastes sur l'intellect des individus perdurent jusqu'à notre époque. L'homme est la mesure de toute chose, ça c'est vraiment c'est un problème, mais vraiment, hein, qui traverse les siècles et qui est encore totalement d'actualité. En fait, dire que l'homme est la mesure de toute chose, cela revient à dire que l'homme, en tant qu'individu, est à lui-même son propre critère de vérité. Il est la mesure de toute chose, c'est-à-dire le critère qui permet d'évaluer la valeur de tout et n'importe quoi, et donc la valeur de vérité d'une proposition également. Si on met en pratique cette fameuse thèse relativiste, voilà ce qui se passe. On se retrouve avec des individus qui diront je sais que c'est ça la vérité, parce que je le sais, et parce que je le dis, point barre. D'une part, il y aurait autant de vérité qu'il y aurait d'individus, car chacun détiendrait potentiellement sa vérité, à chacun sa vérité en somme, et d'autre part, chaque vérité, énoncée par un individu, quel que soit son niveau d'études, son degré d'instruction ou tout simplement sa légitimité à en parler, aura autant de valeur que celle d'un autre. Le grand danger du relativisme, qui est l'ennemi juré de la philosophie, c'est de confondre opinion et vérité, mais surtout de mettre sur un même plan toutes les idées des uns et des autres. L'idée du scientifique qui a un master et un doctorat en physique, en médecine ou en astronomie aurait alors autant de valeur que celui du complotiste de bas étage qui pullule sur internet et qui n'a même pas été foutu, généralement, hein, pas toujours mais généralement, de valider son bac, voire parfois son brevet des collèges. Évidemment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cela inacceptable pour ma part, et tant que je serai encore en vie, je n'aurai de cesse de démontrer l'utilité de la philosophie à mon échelle, afin de lutter contre cette espèce d'ignorance crasse qui pollue l'esprit des gens. L'argument intéressant toutefois du sophiste Protagoras, en opposition à une définition d'une vérité une et absolue dans son essence, c'est quelque chose que l'on pourrait facilement considérer comme une anticipation du pragmatisme des siècles et des siècles avant que ce dernier n'advienne, preuve encore une fois de l'immense génie visionnaire de Platon qui avait décidément tout anticipé. Cet argument, c'est que Protagoras prétend faire du bien aux gens, tout simplement. En gros, Protagoras soutient l'idée selon laquelle les choses sont ce qu'elles sont pour les uns et pour les autres. Et qu'en apprenant aux gens à défendre leur propre conception de la vérité, il leur fait du bien et les rend plus heureux, pour le dire autrement. La vérité non seulement est plurielle et relative, ce qui revient à dire qu'elle n'existe pas réellement, mais en plus, elle n'a de valeur que si elle rassure ou fait du bien à celui qui la détient. Vous voyez? C'est aussi, ça fait écho aussi à ce dont je vous ai parlé juste avant, par rapport au fait de savoir déjà ce que l'on va chercher. Je cherche pas la vérité, enfin, si on cherche la vérité pour se rassurer, bah en fait on n'est pas vraiment en train de la chercher, vous comprenez? Donc ce que Platon anticipe ici, c'est le fait que la vérité pourrait n'être souhaitable que par rapport à ses conséquences pour celui qui la détient et non pour elle-même. D'où la légitimité que pense détenir Protagoras. En donnant des cours de rhétorique aux citoyens, il veut les rendre heureux en leur apprenant à défendre leur vérité, car chercher la vérité est vain, dans la mesure où de toute façon, nous ne sommes jamais d'accord sur absolument tout en règle générale, et l'ensemble de l'humanité ne sera sans doute jamais d'accord sur une seule chose, si évidente que celle-ci puisse paraître. À l'heure de l'avènement des réseaux sociaux, je peux vous dire que j'ai pu lire de sacrées conneries, prononcées avec une assurance déconcertante qui peuvent sérieusement décourager toute personne dotée d'un cerveau à peu près fonctionnel. Mais alors, cette vidéo que je suis en train de faire sera-t-elle la dernière? Et Protagoras est-il le boss ultime des sophistes, au même titre qu'un certain Calliclès, souvenez-vous? Et Socrate ne va-t-il rien trouver à opposer à cette fichue doctrine relativiste? En passant, oui, je suis au courant que le pragmatisme n'est pas réellement un relativisme, mais j'aurai l'occasion de nuancer ce point à l'avenir. Eh bien non, Socrate, dans l'extrait que je vais vous lire à présent, déploie une argumentation géniale qui va renvoyer le relativisme sur le banc de touche,
Il s'agit de cet extrait où Socrate discute avec Théodore au sujet de la doctrine de Protagoras, je cite, donc Socrate. Réfléchis, en effet, Théodore, voudrais-tu toi-même soutenir que personne ne pense d'un autre homme qu'il est ignorant et qu'il a des opinions fausses? Théodore, c'est une chose incroyable, Socrate. Socrate, c'est pourtant l'inévitable conclusion où conduit la thèse que l'homme est la mesure de toute chose. Théodore, comment cela? Socrate, lorsque tu as formé par devers toi un jugement sur quelque objet et que tu me fais part de ton opinion sur cet objet, tu veux bien admettre, suivant la thèse de Protagoras, qu'elle est vraie pour toi, mais nous est-il défendu à nous autres d'être juges de ton jugement, ou jugerons-nous toujours que tes opinions sont vraies? Chacune d'elles ne rencontre-t-elle pas, au contraire, des milliers d'adversaires d'opinions opposées qui sont persuadés que tu juges et penses faux? Théodore, si, par Zeus, Socrate, j'ai vraiment, comme dit Homère, des myriades d'adversaires qui me causent tous les embarras du monde. Socrate, alors veux-tu que nous disions que tu as des opinions vraies pour toi-même et fausses pour ces myriades? Théodore, il semble bien que ce soit une conséquence inéluctable de la doctrine. Socrate, il en résulte en outre quelque chose de tout à fait plaisant, c'est que Protagoras reconnaît que lorsque ses contradicteurs jugent de sa propre opinion et croient qu'il est dans l'erreur, leur opinion est vraie, puisqu'il reconnaît qu'on ne peut avoir que des opinions vraies. Théodore, effectivement, Socrate, il avoue donc que son opinion est fausse s'il reconnaît pour vraie l'opinion de ceux qui le croient dans l'erreur. Théodore, nécessairement. Fin de citation. Donc, pour résumer, si jamais vous n'avez pas bien compris où veut en venir Socrate et donc Platon, il y a une impossibilité purement logique à renoncer à la vérité, car dire qu'il n'y a pas de vérité ou que l'homme est la mesure de toute chose, ou que chacun détient sa vérité, revient à dire que personne n'a de légitimité pour dire qu'un autre a tort et lui raison. Or, si personne ne peut avoir tort, personne ne peut avoir foncièrement raison, puisqu'une personne peut avoir raison et être dans le vrai en disant qu'un autre fait erreur. Par conséquent, il est possible de réfuter le relativisme en mettant en avant sa contradiction sur un plan logique. Si je dis que tout est vrai et que tout le monde dit la vérité, je suis obligé d'accepter que ce que je dis soit faux, puisque quelqu'un pourrait ne pas être d'accord avec la thèse de l'homme mesure de toute chose, et donc, il n'est pas faux de dire que le relativisme est faux. Et vlan. En gros, ce que démontre Platon ici, par cette brillante démonstration, c'est que l'on ne peut pas dire que la vérité n'existe pas sans prendre le risque de se faire contredire, sans pouvoir se défendre. Renoncer à la vérité, c'est donc renoncer au débat et donc accepter l'opinion de celui qui me dira que je dis n'importe quoi en disant que tout le monde peut avoir raison et être dans le vrai. Le relativisme s'autodétruit donc en renonçant au débat et en accordant autant de valeur à celui qui adhère au relativisme qu'à celui qui n'y adhère pas. Il est donc logiquement acceptable de dire que le relativisme est faux, et il n'est pas faux de l'admettre, puisque le relativisme met sur un même plan toutes les opinions possibles. On doit donc s'efforcer de rechercher la vérité pour la simple et bonne raison que y renoncer repose sur une erreur logique qui nous empêche de toute façon d'avoir raison en prétendant que la vérité est multiple ou n'existe pas. La question qu'il reste à se poser à présent, c'est la suivante. Si le relativisme n'est pas tenable sur un plan strictement logique, et si on est forcé de supposer qu'il existe une vérité à chercher, comment y parvenir? Et le dialogue est-il le moyen approprié et privilégié pour atteindre cette vérité? Existe-t-il tout de même des conditions de possibilité du dialogue rendant celui-ci potentiellement fécond et permettant d'atteindre la vérité et non de demeurer cloisonné sur ses propres opinions potentiellement fausses? C'est ce que nous verrons la prochaine fois en restant sur le terrain de la réflexion platonicienne dont nous n'avons pas fini de faire le tour. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.